Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct. J'espère que vous avez bien profité de ce long week-end. On redémarre avec un projet insolite, un musée sous-marin, le musée de Marc Petit. C'est le dernier projet complètement fou de François Hollandine. Vous savez, le philanthrope qui est passionné d'art. Il nous fait le plaisir d'être en plateau avec ce beau sourire. Vous allez voir que pour lui, rien n'est impossible. Florian, vous allez nous faire découvrir alors des musées insolites, mais à travers le monde. C'est ça, à travers le monde. Alors, pas vraiment dans les lieux, mais dans les thèmes en tout cas. Donc nous verrons ça. François y est déjà allé. C'est ça, on va voir. On va voyager, on va voyager. Francesca, elle sera en direct de Patrimoine. Elle va nous faire un état des lieux de la production de miel en Corse. Elle sera avec l'apiculteur Dominique Carli. Salut Francesca. Enfin à 13h, pourquoi avons-nous les dents sensibles et surtout comment y remédier? Bien, réponse avec le docteur Pascal Sartor. Il est président du conseil de l'ordre des dentistes de Corse du Sud. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook. Et puis cette semaine, c'est Mathéo Dimel. Bonjour, notre chroniqueur de l'Université de Corse. Vous nous faites le plaisir de nous accompagner toute la semaine. On démarre avec une chronique sur le temps? Une chronique sur la météo en Corse. Je vais un peu me prendre pour Marina Rebaldi. Faites ce que vous voulez, hein. Allez, si tout le monde est prêt, on démarre tout de suite notre première partie d'INSEM. Cher François, bonjour et bienvenue. Quel plaisir de vous recevoir sur le plateau. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, François Hollandine, le collectionneur passionné après une vie professionnelle bien remplie. Alors il n'était absolument pas question de passer une retraite sans projet, on est bien d'accord. Et votre dernier projet complètement fou, c'est créer un musée sous-marin dans le golfe d'Ajaccio. Oui. Comment vous avez eu cette idée folle? Comme ça, c'est oui. un ami, Olivier Pourriol, romancier, philosophe, plongeur sous-marin, qui me dit, oui, c'est bien, Marc Petit, mais sous l'eau, ce serait peut-être aussi très bien, sous l'eau. Je le regarde, je lui dis, complètement fou celui-là. Il me dit, non. En Floride, à Key Largo, il y a un Christ à 10 mètres de profondeur. C'est extraordinaire, ça fait une expérience extraordinaire. Ça a beaucoup de succès et les gens aiment ça, aiment tourner autour d'une sculpture sous-marine. D'accord, donc l'idée Voilà. part de là. Par de là, j'en parle à Marc Petit, qui me dit, celui-là il est fou. Donc, Mais lequel? eh bien c'est trois folies ensemble, et c'est folie d'amis. Voilà ce que ça donne un projet commun. Donc l'histoire démarre comme ça. Le moins qu'on puisse dire, François, c'est que vous êtes généreux, vous ouvrez votre porte alors au public, hein, puisque vous avez fait du lazaret à la fois votre maison et un musée. Donc en l'occurrence celui de Marc Petit. Pourquoi cet artiste? Qu'est-ce que vous aimez dans l'univers de Marc Petit? Bien, regardez cette sculpture. Donc celle-ci. Celle-ci. Voilà. Hop. Vous la regardez et vous tombez amoureux. Et quand vous tombez amoureux, vous faites, c'est-à-dire vous achetez. Et quand vous achetez, vous vivez 10 ans avec elle, et tout d'un coup, vous êtes au marché d'art contemporain, et vous voyez un groupe de femmes, et vous dites, mais c'est lui. C'est lui qui, lui? Je ne connais pas. J'aime ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je vois ce groupe de femmes, et c'est une sculpture de Marc Petit, il est là. Et la rencontre. Et la rencontre. Et donc là, ça devient une évidence. Eh bien, l'idée, c'était de faire du lazaret une allée de sculptures, avec une vingtaine de sculpteurs, chacun de sculptures. Ça faisait une quarantaine de sculptures. Et ça se passe en 2003, c'est ma première rencontre. 2004, je suis chez lui. 2005, il est chez moi. Et 2008, je fais de lui le seul sculpteur du musée Marc Petit. Donc ça fait 10 ans que vous avez dédié le lazaret aux œuvres et à la création. Donc on voit ce lieu un petit peu emblématique. Et on fête les 10 ans au mois d'octobre. Ah ben voilà. Donc c'est une belle idée d'anniversaire. Vous avez décidé de délocaliser le musée sous la mer. Alors des sculptures en métal, c'est vraiment la signature de l'artiste. Est-ce que ce sont ces mêmes sculptures qu'on voit là qui vont être immergées ou est-ce que vous lui avez demandé de créer de nouvelles choses? Non. Après, il a dit, François, il est fou. Ok, mais c'est quand même une idée folle mais lumineuse. Il s'est mis à travailler et c'est donc des moules existants mais qu'il choisit pour en faire des sculptures en béton et non pas en bronze. Oui, sur terre en bronze
et sous l'eau, ce sera en béton. D'accord, on les voit, oui, parce que ça risquait quand même, l'eau de mer, d'abîmer quand même les sculptures en métal de... Non, en béton, le béton serait plus solide, mais justement, le bronze. Mais le béton va vivre. Le béton, la faune et la flore vont s'emparer des sculptures. Elles vont vivre comme ça sous l'eau. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez sélectionné ensemble les sculptures qui vont être immergées ou c'est lui qui a carte blanche? C'est lui qui a carte blanche. Et ce qu'il a choisi, c'est... Il est sombre, Marc Petit, dramatique, oui. Tragique. Eh bien, je crois qu'il a de l'humour quand même. Avec de l'humour, Mais justement, en les mettant sous l'eau, ce côté sombre va s'éclairer, ça va devenir beaucoup plus poétique, beaucoup plus tendre. Il a choisi des sculptures qui donnent accès, au sentiment que j'ai eu d'ailleurs, à de la tendresse. Vous allez vous approcher de ces sculptures et vous allez aimer les toucher, les regarder au-dessus, non, c'est pas possible. Mais sur les côtés, etc. C'est ce qu'il va rechercher, c'est à travers l'état, à travers l'environnement très spécial de l'environnement marin, de chercher une tendresse. D'accord. Bon, vous lancez quand même un challenge pour le public, puisque c'est quand même un lieu assez insolite. Il va falloir s'équiper avec un maillot de bain, un masque et un tuba, si on a envie d'observer. Pas toujours, parce que certaines seront visibles à l'œil nu ou seront visibles avec des bateaux, je dirais, à fond de verre. Hein, c'est ça. D'accord. Alors, on va poursuivre avec les musées pour le moins insolites. Pas forcément besoin de maillot de bain, Florian, quoique. Vous nous direz ensuite, François, ce que vous en pensez et si vous y êtes déjà allé. Et oui, effectivement. Alors, c'est vrai, vous disiez tout à l'heure, rien n'est impossible. Pour d'autres personnes aussi, rien n'est impossible. On peut dire que niveau musée insolite, il y a plutôt du lourd dans le monde. Alors, mon cher François, n'y voyez aucune attaque personnelle. Bien sûr, on pourrait croire que nous allons faire des comparaisons entre votre projet et ce qui va suivre, mais pas du tout. Pour votre projet, on parle bien du lieu. Et pour le mien, on va parler plutôt des thématiques de ces musées. Tout va bien ? Oui. Bon. Alors, nous allons voir que la culture n'a pas de limite. Vous, derrière votre écran, d'ailleurs, vous qui aimez l'art, vous aimez l'art, mais êtes-vous sûr que l'art vous aime aussi? Ben ça, on va voir. Alors, François, qui êtes-vous un amoureux de l'art? Nous allons un peu voyager à travers le monde et je vais vous proposer donc ces musées insolites. Et vous me direz si un projet avec ce musée vous intéresserait ou pas. D'accord? Alors, on commence par... allons vers Amsterdam, en Hollande. On y trouve le musée de la torture. Aïe. Ah, oui. C'est fort. Chaise à pointe, guillotine, scie en tout genre, barreau de Judas. Voilà, ça donne envie, on est d'accord? Je sais pas à quoi ça sert tout. Non, je ne sais pas. Non, pas là, non. Alors, il y en a un à Carcassonne aussi. T'es sûr que c'est un musée de la torture? C'est pas autre chose. Non, bon. Ok. Alors bon, au-delà de l'aspect sordide, ce musée retrace l'histoire de la peine de mort, tout simplement, à travers les siècles. Alors les bourreaux, ils sont bien sûr mis à l'honneur, ainsi que leur travail de recherche, bien sûr. Alors si vous allez, par exemple, en Inde, du côté de New Delhi, il y a le musée des toilettes. Des toilettes. Eh oui, en gros, c'est une exposition permanente de plusieurs toilettes. On y trouve le trou... pardon. Bonne chance. Ouais, voilà, c'est ça. On n'a rien entendu. Bon, on y trouve le trône à double fonction de Louis XIII, par exemple. Il avait un trône, j'arrive pas, à double fonction. Ah bah oui, il y avait même une charge de porte-coton. C'est ça. C'est dégueulasse. C'était la personne qui apportait le coton. Ouais. Voilà. Je vois très bien. Quelle belle époque. Alors, on rigole, mais l'idée n'est pas si bête que ça. Pourquoi? Pour sensibiliser la population à l'hygiène et à la salubrité. Voilà, ce sont des problèmes récurrents pour les populations indiennes, qui est une grande population, 1 milliard d'habitants. Donc voilà, c'est aussi pour les sensibiliser. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais on croit sur parole. Bon. Vous avez déjà visité l'un des deux? Aucun. Non. Mais... Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose avec ça, déjà? C'est de faire un musée des toilettes sous l'eau. Ouais, sous l'eau, voilà, c'est ça. Bon, allez, on continue. Alors, on va parler un petit peu de nos amis les bêtes et allons du côté du Royaume-Uni, du côté de Maidstone, précisément, où nous avons le musée du collier pour chiens. Ah. Et oui, ça existe. Il se trouve dans un château de Leeds, dans le comté du Kent. Plus d'une centaine de colliers ayant traversé les siècles y sont exposés. Il paraît qu'en visitant, on comprend un peu mieux l'amour que l'être humain porte à son meilleur ami et que ça ne date pas d'hier. En lui mettant un collier. En lui mettant un collier, voilà. C'est un bijou, Ah oui. Ils sont pas mal, ceux-là.
Ça fait peur. Bah, vous faites ce que vous voulez. C'est entre le musée du collier du chien et le musée de la torture, en gros. On est voilà. bien d'accord. Ensuite, il y a le musée de l'art mauvais. Ça peut rentrer là-dedans aussi. Oula. Eh oui, oui. Alors, il en faut un peu pour tout le monde. Alors, à Dedham, aux États-Unis, on a jugé bon de faire un musée où les œuvres d'artistes jugées ratées, ils sont exposés. Bon, ce sont des teen touch, quoi, des rejetés de la société. Mais allez savoir, peut-être y trouverez-vous une œuvre d'un artiste incompris qui vous touchera en plein cœur. Après tout, qui sommes-nous pour juger l'art, hein, Presque chacun. du Jeff Koons. Pardon? On dirait presque du Jeff Koons. Ouais, presque. Là, c'est du Jeff Koons. Voilà. Voilà. Et on termine avec une petite devinette. Alors, il y a un tout petit musée, vraiment minuscule, pas plus grand qu'une petite bouteille d'eau. Il s'appelle Moon Ark. Il a fallu 300 personnes, plus de 9 ans de travail et $1,5 million pour le construire. Quel sera ce lieu et le thème de ce musée, d'après vous? C'est un peu bizarre, votre... je sais pas. Ouais, c'est ça, le musée, hein. Ça, c'est un musée, ça. Ouais, je vous donne la réponse. En 2019, Moon Ark sera envoyé sur la Lune. Ah oui, Eh oui. La petite capsule contiendra des poèmes, de la musique, des images, des échantillons d'ADN de plusieurs formes de vie, des extraits de plancton, en bref, l'essence même de notre culture et de notre vie. Alors, qui va visiter ce musée? Les extraterrestres, pourquoi pas, hein? Non, en fait, il existe des organisations qui s'intéressent au fait que la Terre et notre société sont en réelle difficulté, et ils se disent que nous ne sommes pas éternels, bien sûr, et que c'est bien de laisser une trace. Ah, j'ai bien plombé l'ambiance, hein, là. Hein. Non, ça va. Non. Voilà, et je voulais juste finir et vous dire qu'à travers cette chronique, on a évité le musée de la frite à Bruges, le musée des relations brisées à Zagreb en Croatie. Alors c'est marrant, des objets jetés et cassés par des conjoints au moment de la rupture, ils sont exposés. Eh oui, c'est le moment, voilà. Et bien sûr, le musée du phallus, hein, avec ses 160 mètres carrés visitables. Voilà, et on vous embrasse. Ça fait peur. Merci beaucoup. Le musée de l'horreur. Merci Florian. Allez, petite parenthèse. Comme promis, on va retrouver Francesca qui est en direct de Patrimoine. C'est le printemps, c'est le moment où la végétation fleurit, enfin presque. C'est surtout l'occasion de faire un état des lieux de la production de miel en Corse. Bonjour Francesca, comment ça va? Bonjour Célia, bonjour à tous, bonjour Florian. C'est vrai, c'est le printemps et on voit les effets du printemps sur les jeunes hommes qui sont en plateau notamment. Hein. Je ne les citerai pas. Alors effectivement, le printemps est une période charnière. Est une période charnière, une période très importante pour la production de miel, pour les renouvellements de cheptels. Et pour nous en parler avec nous, Pierre Carli, qui est ici apiculteur dans le Nebbio à Patrimoine. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors justement, cette période, pourquoi elle est si importante pour vous, pour votre production? Ben voilà, à la fin de l'hiver, on va faire un peu l'état des lieux des colonies. Il y a eu de la mortalité. C'est un moment où on va faire le point sur l'aspect sanitaire de chacune des colonies. Et normalement, c'est l'époque aussi où les abeilles d'elles-mêmes veulent se multiplier, notamment par l'essaimage. Donc il faut faire très attention à ça, éviter l'essaimage naturel, faire tout ce qui est essaimage artificiel pour soit développer son cheptel, soit maintenir, renouveler les pertes annuelles. Donc ce sont vraiment des aspects qui sont très prenants en temps. Et puis parallèlement, c'est là le moment où on va faire les premières récoltes avec le miel d'asphodèle, par exemple ici dans le Nebbio, le miel de printemps, ou le miel de maquis de printemps avec la bruyère blanche, le romarin, la lavande papillon. Voilà. Alors justement, c'est quoi un petit peu la différence entre tous ces miels, le miel à du maquis, le maquis de printemps, l'asphodèle, par rapport à un miel qui serait produit, le miel de châtaignier à l'automne par exemple? Alors, on a des miels qui sont très très doux au printemps, donc qui sont le reflet de la flore du printemps. Et ensuite, donc, pour pouvoir bénéficier d'autres mielés, on va déplacer nos ruches sur d'autres zones, notamment le châtaignier, pour faire un miel qui est plus tannique, plus amer, plus long en bouche. Et en fin de saison, on va faire un autre miel encore plus de caractère, je dirais, avec le miel d'arbousier. En fait, l'ensemble des miels qu'on propose ici, c'est vraiment le reflet de la diversité de nos biotopes. Chaque biotope s'exprime à travers les saisons. Le miel se compose de quoi? Essentiellement du sucre, c'est ça? Oui, le miel c'est 80% de sucre avec du glucose et du fructose principalement. Alors vous, Pierre Carli, vous produisez en AOP, donc vous avez ce logo, hein, AOP, c'est un cahier des charges à respecter. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment vous procédez au quotidien? Exactement, on a un ensemble de pratiques qui sont encadrées, donc dans le respect de l'abeille avant tout et de l'environnement. Donc ça porte sur de nombreux aspects, la ruche, les nourrissements, les traitements qu'on peut ou pas employer. Donc ça, c'est des aspects très très intéressants.
Mais surtout, l'AOP et les sigles de qualité en général, ce sont les garanties que nous offrons aux consommateurs, notamment sur la qualité des produits, sur les conditions de production et en l'occurrence chez nous aussi sur la provenance des miels qui sont bien certifiés Corse. Et on a des outils de contrôle qui nous permettent vraiment d'offrir ces garanties aux consommateurs. Et là, on est sûr d'avoir de la qualité. Juste une dernière question. Les abeilles sont en danger, c'est vrai, c'est vraiment vrai, si je puis m'exprimer ainsi, et pour les années à venir et pour la pollinisation? Bien sûr, on a donc les variations climatiques avec notamment les épisodes de sécheresse qui sont vraiment néfastes. Et puis on a un ensemble de comportements humains à risque. Bon, c'est peut-être moins criant chez nous, mais dans le monde entier, c'est vrai que les abeilles et les insectes pollinisateurs en général sont en souffrance. Merci Pierre Carli. Juste également, vous produisez combien à l'année? À peu près 5 tonnes? Voilà, dans les 5 tonnes maintenant, puisque c'est vrai que nos volumes ont nettement diminué. On vous souhaite en tout cas une très très belle production pour les mois et les années à venir, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Voilà, donc vous le savez, l'AOP, c'est un gage de qualité, un miel noustral qu'il ne faut pas manquer ici chez nous, et vraiment pour avoir quelque chose, un produit d'excellence. Voilà. Merci à vous. Je vous retrouve demain, moi. Merci. Bonne fin de journée. Merci Francesca. Allez, à demain. Allez, on poursuit avec vous. Oui. François, on rappelle le projet insolite de musée sous-marin qui est dédié au travail, aux œuvres du sculpteur Marc Petit. Comment ça va se passer l'installation? Parce que là, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Les autorisations ne sont pas encore données. Ah. Mais on pense qu'elles seront données parce qu'on a mis un bureau d'études, on s'est servi d'un bureau d'études pour qu'il respecte l'ensemble des conditions d'environnement, etc. Donc l'administration est très, très intéressée par ce projet. Ce sera le 3e dans le monde. Il y en aura un au Mexique, il y en a un au Mexique, à Cancun, un en Espagne, et le 3e, ce sera celui d'Ajaccio. Le projet d'Ajaccio. Avec une trentaine de sculptures. Cancun, c'est 1 millier de sculptures. Ah oui. Une trentaine de sculptures. Un peu plus petit. Ouais. Comment les administrations compétentes, d'ailleurs les autorités compétentes, ont réagi quand vous leur avez présenté le projet? Eh bien, elles ont tout dit en disant c'est peut-être compliqué, mais c'est extra. Ils ont tous été impressionnés. Et l'ancien directeur adjoint qui est parti, Mérite a tout fait, a tout fait pour simplifier les choses. Quoi. Je dirais, vous voulez, on veut. Parce que le propriétaire de tout cela, ce seront bien sûr à moins de 300 mètres, ce seront les mairies. Donc c'est un musée qui sera un musée public et non pas privé. Tout à la charge de Marc Petit et de moi, mais c'est ensuite donné aux mairies. À la mairie, d'accord. Donc on est bien sur un musée et pas une exposition éphémère. Il y aura des renouvellements, mais c'est fait pour rester le temps que le béton restera. D'accord. Alors, là, on a vu les images, justement, des repérages. Oui. Vous nous avez dit au total une trentaine d'œuvres qui seront immergées. Finalement, là, sur le plateau, on a une représentation de ce que ça va donner. Ce sont les maquettes. Voilà, les sentinelles de la citadelle, c'est au pied de la citadelle, avec les oiseaux des îles au pied de la citadelle, avec la douce du Lazaret au pied de la citadelle, et puis ensuite, du côté des 7 énaves, les trois silences. La petite fougue, qui est elle en bronze, eh bien, il va y en avoir 6 ou 7 pépites, nous appelons ça les pépites, qui seront elles cachées. La petite fougue, là, en bronze, là, elles seront cachées pour les plongeurs très confirmés entre 0 et 20 mètres, mais elle plutôt entre 15 et 20 mètres pour être cachée. Et puis il en manque une, l'île bleue, je crois que vous l'avez, l'île bleue, avec Olivier, Pourriol, Marc Petit et moi, entre ses bras. Elle est immense. Elle est immense, oui, bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est immense. Donc, François, qu'est-ce que vous pensez que l'eau va apporter vraiment à ces statues? Est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose de différent, donner une sorte de mouvement aux sculptures de Marc Petit? Le côté sombre va disparaître entièrement et ce seront des objets, je l'ai dit, de tendresse, de plaisir. On va les survoler, on va tourner autour, on va aimer les toucher, et la faune et la flore vont les occuper. Si bien qu'en fin de compte, elles vont être vivantes. Elles vont être vivantes d'une autre manière que ce côté frontal, quoi, je dirais, qu'elles ont sur Terre. Et ça, c'est quelque chose
que Marc Petit a compris. D'ailleurs, il a enlevé de ce projet, il y avait encore une dizaine d'autres. Il y avait 2 projets avec 10 sculptures qu'il a enlevées parce que justement, elles étaient trop tragiques, si je puis dire. Eh bien, il veut qu'on aille vers lui. Je dirais pas par peur, mais par plaisir. D'accord. Alors, vous l'avez dit, 3 sites différents. La Citadelle, les Céténaves et le Lazaret. Et le Lazaret, En face. évidemment, en face. Très bien. Alors, des endroits où finalement il n'y a pas trop de tempêtes? Si? Non? Ben non, parce qu'au le début, c'était les îles sanguinaires, etc., qu'on a laissé tomber, justement, parce que c'est très protégé, et c'est pas facile. Il y avait et ça, c'était prévu pour les îles sanguinaires. Ben, on les a mis du côté de la Citadelle. Eh ben, vous savez quoi? On va poursuivre avec la chronique de Matteo, qui, elle, est dédiée justement au temps qu'il fait. Allez, c'est tout de suite après le jingle. Des tempêtes en perspective? Et bah, il faut demander à Marina après. Non, mais c'est vrai que on est en avril et le temps il est un peu instable. On ne sait pas s'il fait beau, s'il fait pas beau. Un jour il fait 30, l'autre jour il fait moins 10. Bon. Donc, comme on dit, avril ne te découvre pas d'un fil. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on dit ça en Corse? Non. Aïe. Ah non, moi. Je sais pas. Ne di maggio, un tiga ciao pilone. Voilà, donc ça c'est l'expression. Donc ne muda profita pas da qualche parole e muda veda appena come parla di un tempo. Allora c'è 2 maniere di vedere i cose. Parla di l'acqua, di un bel tempo è un elemento di convivialità, una maniera di mantenere una linea sociale, una complicità tra corsi. Oui, c'est quand on ne sait pas quoi dire aussi. Exactement, voilà, pour combler un moment de blanc. Par exemple, une façon de se croiser, de se saluer. Tempa chughe, pour dire saltant. Alors, andemo bene, oggi cantanilando, l'inevera, pour dire que le temps est radieux. Un volipio, un bolebio dans le nord, pour référer un temps trop chaud, une possible sécheresse. Ou alors, chi fritto, s'intosta, aussi si secca, dans le nord, pour dire la rigueur du froid. Ou l'inverse, chi caldo, si crepa, voilà, pour commenter une chaleur excessive. Donc le temps qu'il fait, c'est aussi tout un vocabulaire qu'il faut connaître. Donc les éléments principaux du lexique, voilà. Par exemple, les verbes, on a piovi, il pleut, niva, il neige, c'è un vento, il y a du vent, ça vous le savez. Et ciao vuma, ciao nebbia, qui veut dire avuma, ciao nebbia. Des nuages? C'est le brouillard. Ah, le brouillard. C'est le brouillard. Sinon, au niveau des noms, on a una quata pour la pluie, un temporale, c'est la tempête, anivadia pour la neige, et agrandila. Agrandila, vous savez, la grêle. La grêle qu'on a eu ce week-end. Le week-end. La grosse grêle qu'il y a eu ce week-end. Ouzo, lié, l'humidita, voilà, pas besoin de traduire, ce sont des mots transparents. Et donc voilà, il y a plusieurs proverbes, on en a cité un tout à l'heure, on va finir par un nouveau proverbe. Arco disera bello tempo si spera, qui veut dire... Arc du soir, le beau temps s'espère. C'est ça, c'est un peu ça, arc-en-ciel du soir, annonce le beau temps. Voilà, pour finir sur un joli proverbe. Merci beaucoup, Mathéo. Un petit peu de poésie sur ce plateau. Il y en avait déjà. Toi, dernièrement. À l'inverse de Florian, qui lui est loin d'être un poète. Non. Allez. Oh, quoique des fois. Quoique ça dépend, un poète qui s'ignore. Allez, quand même beaucoup d'humour. François, vous avez décidé d'immerger, a priori, la première des sculptures. Oui. Ce sera Gaïa, donc la déesse de la Terre. La déesse de la Terre, C'est elle en qui prendra face un du bain. Lazaret, elle complètement émergée. Complètement. Complètement émergée. D'accord. Pour les plus pragmatiques, vous l'avez dit, elles ne seront pas toutes immergées. Entre 0 et 20 profond. mètres, Non, oui. ça va, il n'y a pas de problème, a priori, pour les gens qui vont aller nager ou faire du bateau. Absolument. Aucun risque. Elles Tout sont est- signalées ou pas? Non, c'est Comment pas la peine de les signaler. Non, elles seront au pied de la citadelle, au pied de cette énave. S'il y a de gros voiliers, elles seront à moins de 6 mètres. Et s'il n'y a pas de gros voiliers, elles peuvent être entre 0 et 6 mètres. D'accord. On me souffle pour les pêcheurs, il n'y aura Hein pas de problème. On me souffle à l'oreiller pour les pêcheurs, il n'y aura pas de problème? Non, Je fais partie de la compagnie Saterrage, mais je crois que justement, ça va peut-être augmenter le nombre de poissons qui y vivent. Oh, je me suis pêché une statue hier. Oui. Mais non, parce qu'on va choisir le sable et les rochers. Donc Ouais. ça va attirer les poissons. Parce qu'on va faire des trous dans les socles. On va faire des trous pour que les poissons se cachent, etc. Les D'accord. pieuvres, tout ça a été pensé. Hein. Un vrai lieu de Donc vie. ça fait un petit peu
j'allais dire un cimetière sous-marin. En tout cas, celle-ci. Oui, celle-ci, oui. C'est l'idée. Voilà, c'est l'idée. Elle contemple un navire qui s'est échoué et un navire rempli de sculptures de Marc Petit. Et ça donne ça. C'est la douce du Lazaret et son champ archéologique. Alors, à partir de quand, allez, vous avez bon espoir de pouvoir installer ces œuvres? La première, Gaïa, on fête, si les autorisations sont données, on fête ça pour le 20 octobre où on fêtera le 10e anniversaire du musée Marc Petit, terrestre, et la première inauguration du musée sous-marin Marc Petit. Est-ce que vous avez déjà d'autres idées folles comme ça, Une François? une autre idée folle, et qui sera peut-être aussi le 20 octobre, mais ça dépendra de la mairie. Je vous ai dit que le musée est un musée sous-marin public. Oui. Eh bien, le Lazaret et son musée terrestre, leur destination sera peut-être aussi publique, puisque la dernière folie, ma femme et moi, c'est de donner à travers la ville, de donner ce Lazaret avec l'ensemble de ses œuvres Toute la collection. au musée Fesch. Culturellement, pour que culturellement, ça ne dépende que du musée Fesch. Et que ce Lazaret soit, après notre départ, un lieu culturel en entier, un lieu culturel avec son musée terrestre et son musée sous-marin et le musée Fesch. Eh bien, merci infiniment pour votre sourire, d'avoir eu la gentillesse de partager avec nous votre passion. Surtout, continuez à nous faire rêver avec vos idées folles. Allez, à suivre, pourquoi avons-nous les dents sensibles et surtout comment faire pour y remédier? Eh bien, toutes les réponses à 13h juste après le flash de la mi-journée qui est présenté par Stella Ross. À tout de suite.